Célia, tu es thérapeute spécialisée dans l'intégration de la mémoire traumatique et dans l'éveil de la sexualité féminine. Tu es également l'autrice du livre retraçant ton parcours de résilience, Les couches de l'oignon. Dans cet ouvrage, tu reviens sur une agression d'une violence extrême dont tu as été victime très jeune et qui t'a laissée morte vivante. Après une longue période de sidération, tu as peu à peu entamé un chemin de reconstruction et de transformation. Sur ce chemin, tu as eu la lucidité de comprendre comment agissait le traumatisme, comment le guérir, puis le transformer petit à petit en ressources pour aider les autres. Peux-tu tout d'abord nous raconter dans la mesure du possible ton enfance et les traumatismes que tu as vécus et surtout quelles ont été leurs conséquences sur ta vie? Moi, j'ai d'abord goûté les conséquences avant de connaître moi-même mon histoire en fait. Donc les conséquences, c'est que, comme tu l'as nommé, je me sentais morte et j'avais pas accès à la vie. En fait, je voyais la vie, c'est hyper difficile à décrire, mais j'avais l'impression que la vie était derrière une fenêtre et que je pouvais pas y aller. J'étais comme emmurée à l'intérieur de moi-même en fait et il y avait beaucoup de souffrance, mais derrière la fenêtre n'apparaissait rien. Et je me sentais du coup hyper isolée. Les personnes ne voyaient pas que j'allais pas bien en fait. Il y avait une façade, soit une façade neutre, soit même une petite fille qui rit, qui joue. Mais à l'intérieur, moi j'étais coincée et parfois j'avais beaucoup de haine, beaucoup de violence envers moi-même. Et ça a été cette souffrance et surtout cette incompréhension qui m'a poussée à cheminer jusqu'à un moment donné raccrocher avec mon histoire. Mais ça a été vraiment long, un long parcours de c'est quoi qui m'est arrivé. Si tant est qu'il m'est arrivé quelque chose, au départ je ne savais même pas, et c'est même pas ça que je cherchais, c'est pourquoi je suis comme ça, comment je peux aller mieux. Et effectivement, j'ai découvert couche après couche tout un tas de choses, parce qu'on est tous tout un tas de choses. Et notamment, je pense qu'il m'a vraiment mis dans cet état de sidération, comme tu dis, vraiment extrême. Ça a été une expérience terrible quand j'avais 8 ans, dans un centre de loisirs. Pendant une semaine, j'ai été séquestrée avec d'autres petites filles et on a subi des violences sexuelles et des menaces de mort et tout un tas d'expériences terrorisantes quoi, pendant ce temps-là. Et j'ai compris après, dans mes multiples recherches, que plus le trauma est grave, plus on va l'oublier en fait. Et faut savoir que dans le cas des violences sexuelles, qui font partie vraiment des traumas qui vont le plus créer de détériorisation psychique avec la torture, souvent on peut le comparer à ce niveau-là. Je dis pas que les autres sont pas terribles, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais dans les agressions sexuelles, il y a 40% d'amnésie totale, 60% d'amnésie partielle et 40% d'amnésie totale dans les agressions sexuelles. C'est-à-dire 40% de quoi? Ça veut dire que 40% des personnes qui ont subi une agression sexuelle vont pas s'en souvenir. Du tout. Du tout. Et 60% vont avoir une amnésie partielle, c'est-à-dire vont se souvenir que de quelques bribes, mais pas de l'ensemble de ce qui leur est arrivé. Et d'ailleurs, dans mon histoire, quand c'est remonté vraiment par quelques bribes. Et il m'a fallu vraiment beaucoup de temps. Il m'a fallu, on en parlera sûrement un peu plus tard dans l'interview, mais vraiment sentir la sécurité dans mon corps, sentir que mon corps là, il est en 2022, enfin à l'heure en tout cas où on fait cette interview. Et là, je suis en sécurité. Là, il n'est pas en train de m'arriver quelque chose. Si je le sens vraiment profondément dans mes cellules, que je suis là, alors ce qui s'est passé, ce qui est terminé, aussi horrible qu'il soit, je vais pouvoir le regarder. Parce que je sens, et j'insiste bien, pas que je sais, mais que je sens que c'est fini, que je suis en sécurité.
alors je vais pouvoir regarder en face les horreurs. Mais c'est vraiment petit à petit qu'il y a une sécurité à construire et pour pouvoir éprouver ce qui n'a pas pu être éprouvé sur le moment, quoi. C'était quoi les bribes qui te revenaient et au bout de combien de temps? Donc c'était 20 ans après, à peu près. Les premières bribes qui me sont revenues. 20 ans après. Ouais. Et au début, ça a été des mots. Alors ça, en réalité, en fait, quand j'y pense, il y avait des bribes qui revenaient avant. C'est juste que je ne comprenais pas que c'était des flashbacks, en fait. Donc c'est vrai que dans la sexualité, je pouvais voir des images super flippantes, je pouvais entendre des insultes, mais je n'associais pas du tout ça à il m'est arrivé quelque chose et je suis en train de revivre mon trauma. Pas du tout. Donc finalement, il y a beaucoup de choses qui émergeaient avant en termes de sensations, ça c'est sûr, beaucoup de sensations envahissantes, beaucoup de pensées violentes, mais les premières choses qui sont remontées avec une conscience de ça m'appartient, c'est mon histoire, j'ai vécu ça, c'était 20 ans après, et les premières choses, ça a été des mots. La première chose qui m'est revenue, c'était une voix qui dit t'es sûr qu'on peut faire ça? Ça craint rien? Oui, t'inquiète, j'ai fait ça plein de fois. Et je me vois mes pieds nus de petite fille. Et après, j'ai eu les souvenirs de sensations de toucher sur mon corps. J'ai entendu des cris d'une petite fille à côté de moi, des yeux. C'était un peu des morceaux comme ça qui sont remontés. Et pendant quelques années, j'ai eu que ça. Que 2-3 morceaux. Et toutes les sensations dans mon corps associées, par contre. J'imagine que la sexualité devait être particulière aussi. Oui, particulière. Elle était, je peux pas dire inexistante parce que j'avais une vie sexuelle, mais je ressentais rien. Pendant longtemps, moi je savais pas ce que c'était éprouver du désir. Alors le plaisir, n'en parlons pas. Et il y avait beaucoup de souffrance autour de ça parce que j'avais quand même une vie sexuelle pour en fait avoir une vie affective et aussi parce qu'il y a quelque chose qui dans le trauma qui se cherchait un peu mais ça a été vraiment vraiment souffrant parce que j'étais complètement absente et morte dans ma sexualité, aucune sensation, du coup c'est pas évident de développer une relation intime sans la sexualité. Et puis la sexualité, on en parlait tout à l'heure, l'énergie sexuelle, c'est quand même la base de notre énergie vitale. L'énergie vitale, j'en avais pas beaucoup. J'étais quand même extrêmement fatiguée, fatigue chronique, vraiment, et beaucoup d'apathie. Et même si en même temps, et c'est ça qui est vraiment pas facile à comprendre parfois, surtout pour l'entourage, c'est que donc je vivais beaucoup dans la dissociation, dans je ressens rien, je suis coupée, et en même temps il y avait des explosions d'un coup d'intensité, parce qu'il y a beaucoup d'intensité effectivement qui était contenue, et je pouvais paraître quelqu'un d'extrêmement vivant en fait, mais c'était un vivant de surface, puis quand ça allait pas, je me cachais, personne ne le voyait, et même dans ces moments d'extrêmement vivant, c'était un endroit, c'était en fait cette intensité que je retenais qui explosait, mais c'était pas authentique, c'était pas moi, il n'y avait pas ce chemin de mes profondeurs vers l'autre. Quelle est la différence? Ouais. En fait, peut-être que pour ça, il faudrait que j'explique un peu plus comment ça se passe quand il y a un trauma, qu'est-ce que c'est la dissociation. Allons-y. Ouais, pour que je puisse bien te répondre, mais ce serait vraiment chouette de revenir à cette question. Du coup, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Qu'est-ce qui se passe lors qu'on est face à un événement qui dépasse notre capacité d'intégration? Parce que c'est ça en fait. Un événement devient traumatique quand il dépasse notre capacité d'intégration. Il peut dépasser notre capacité d'intégration par l'intensité, l'extrême violence, ce qui était mon cas, mais parce que ça peut aussi, juste parce que c'est arrivé beaucoup trop tôt dans la vie, parce qu'il y a eu un réel danger qu'on n'a pas pu faire face pour différentes raisons. Si on ne peut pas faire face, si l'événement dépasse notre capacité d'intégration, il va y avoir trauma.
quand on est face à un danger, face à quelque chose qui va solliciter nos réactions archaïques de survie, la première réponse qu'on va avoir, ça va être de demander de l'aide. On est vraiment des êtres sociaux, des êtres d'entraide. La première réponse, quand on est en détresse, tout bébé, on pleure pour appeler de l'aide. Et c'est vraiment la première réponse. Quand il n'y a pas d'aide possible, la deuxième réponse, qui n'est pas accessible, bébé, la première réponse, ça va être de soi-même se mettre à l'abri. Donc ça va être soit fuir, soit combattre, interagir, dire non, poser ses limites, se construire un abri, se protéger, s'abriter, s'alimenter, se mettre en chaud. Enfin, ça va être soi-même se mettre en sécurité. Si ça, on ne peut pas le faire, la dernière option qui reste pour se protéger, pour survivre, ça va être de tout couper. Et pour plusieurs raisons, mais une des raisons principales, c'est que quand on est en mode se mettre en sécurité, pour ça, le corps, en fait, il va déclencher des hormones de stress. Il va y avoir beaucoup d'adrénaline, noradrénaline, le cortisol, pour faire face à la situation. Du coup, les muscles vont être gorgés de sang, les poumons vont vraiment pouvoir s'oxygéner, la pupille va se dilater, on va pouvoir vraiment faire face. Et à terme, ces hormones de stress, si on ne peut pas les utiliser, si on ne peut pas se mettre en mouvement, elles deviennent toxiques pour le corps. C'est-à-dire que toute cette énergie, mais il y a vraiment l'adrénaline, ça peut être, il y a des mères, elles peuvent soulever une voiture pour sauver leur enfant. C'est énorme ce qui arrive dans le corps comme charge. Et si toute cette charge, on ne peut pas la libérer, elle peut nous tuer. C'est-à-dire que s'il y a trop d'adrénaline d'un coup, ça peut provoquer une crise cardiaque. S'il y a trop de cortisol dans le cerveau, ça va détériorer tout un tas de liaisons cérébrales. Du coup, au bout d'un moment, si toutes ces hormones, elles ne peuvent pas être utilisées pour nous mettre en sécurité, il va falloir disjoncter parce que c'est nos propres hormones de stress qui vont nous tuer. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va couper dans le cerveau. Donc, il va y avoir des liaisons cérébrales entre le thalamus, qui est la partie du cerveau en fait qui reçoit toutes les perceptions, tout ce qui se passe, et puis qui retraite, qui dit ok, toi comme information, tu vas aller vers les lobes préfrontaux qui vont analyser, toi tu vas aller voir à l'amygdale qui va détecter si ce qu'on est en train de vivre c'est dangereux ou pas, etc. Le thalamus, il va bloquer, ça va disjoncter en fait, ça disjoncte. Les liaisons du thalamus vers les lobes préfrontaux qui nous permettent d'analyser la situation de façon fine vont couper, vont être détériorées. Plus l'événement est grave, plus il va y avoir des détériorations de ces liaisons cérébrales. Et il faut quand même savoir que les lobes préfrontaux, ça va être la base de la conscience de soi, de l'empathie. Donc quand le trauma est vraiment grave, c'est vraiment ce que j'expliquais au début, le truc d'être complètement en dehors de la vie, ça c'est typiquement des conséquences des liaisons neuronales qui ont été brisées. Excuse-moi, ce qui veut dire que les gens qui n'ont aucune empathie, les enfants soldats, etc., c'est des gens qui ont été traumatisés au dernier degré avant. Complètement, c'est tout à fait ça. Effectivement, il n'y a plus accès à l'empathie, mais il n'y a même pas accès au fait de je suis quelqu'un qui fait du mal à quelqu'un d'autre. Il y a même plus ça. Et il y a vraiment ces phénomènes, c'est ce qui m'est arrivé, ce qu'on appelle de dépersonnalisation, déréalisation. C'est-à-dire que l'événement traumatique continue de se dérouler, mais on n'a pas l'impression que c'est en train de nous arriver. Ça, typiquement, en cabinet, on voit des personnes, ah ouais, je me souviens de ça et ça, mais je ne sais pas si c'est un rêve ou si c'est réalité. Ça, c'est signe trauma. C'est caractéristique d'un souvenir traumatique. Après, il y a vraiment ce truc, oui, mais j'ai entendu aussi des personnes qui me racontaient, puis c'était mon cas, mais j'ai pas l'impression que c'est moi qui vis ma vie. La personne est beaucoup trop coupée d'elle-même. Donc c'est soit ça m'est pas arrivé à moi, soit c'est pas réel. Et ça, c'est vraiment toutes ces liaisons qui ont été coupées. Et dans ce moment, donc, quand je disais de protection, donc ça coupe, ça va malheureusement couper, créer des liaisons neuronales, et ça va envoyer tout un tas d'hormones anesthésiantes dans le corps. Donc la personne,
elle va plus ressentir. C'est aussi ce qui fait qu'il va y avoir dépersonnalisation et déréalisation. Elle va plus sentir ses sensations corporelles. Donc ça peut être super utile. Par exemple, si on est blessé et qu'on va fuir, on ne sent pas la blessure. On a la capacité de fuir. Et une fois qu'on est en sécurité, là on voit qu'on a été blessé. Moi en cabinet, j'ai vu plein de personnes qui disent mais je comprends pas, ça y est, dans ma vie maintenant ça va bien. Et enfin ça va bien. J'ai mon boulot, ça y est, je suis sécure dans mon boulot. Avec mon mari en ce moment ça se passe bien, tout ça. Et c'est maintenant que je vais mal. Oui. Oui, parce que maintenant, tu n'es plus en état de survie. Donc là, tu peux sentir que tu es blessé, il y a un truc, là, il faut s'en occuper. Maintenant, je vais mal, c'est-à-dire que la personne ressent du mal-être, elle est déprimée, elle est angoissée, elle se sent moins bien. Ça peut être des douleurs aussi, physiques ou pas? Ça peut être des douleurs physiques, mais ça, les douleurs physiques... les personnes, elles peuvent, je trouve, quand même les ressentir quand elles sont encore dans cet état de survie qui dure. Typiquement, la fibromyalgie, la somatisation, c'est des personnes qui sont très dissociées, qui ne peuvent pas ressentir tout ce qui se passe, mais à un moment, le corps, il va quand même exprimer. Mais c'est vrai que dans les premiers états de survie, effectivement, je pense que le corps, c'est pas le moment non plus de somatiser. Et là, on se met en sécurité, quoi. Et alors, une question par rapport à ça, il y a un trauma initial, et puis souvent on remarque que les gens vont revivre ce trauma, souvent à répétition. Pourquoi? Et comment on fait justement pour reprendre la capacité, enfin la conscience de soi, quand on est dans une reviviscence du trauma régulière? Que l'on soit dans une reviviscence ou qu'on ne soit pas dans une reviviscence, retrouver la capacité de soi, j'ai envie de dire, c'est le même chemin. Ça va être intégrer le trauma. Pour ça, il faut savoir qu'il y a un trauma. Mais la base de la base, c'est ce que je disais, c'est sentir qu'aujourd'hui, je suis en 2022. Quoi qu'il soit passé, peu importe, même si j'ai aucune idée de ce qui s'est passé, c'est pas en train de se passer. C'est terminé aujourd'hui. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre mentalement. Ouais, on peut le comprendre mentalement, mais pour intégrer un trauma, faut le sentir. Faut sentir que c'est terminé. Et moi, j'adore l'intégration du cycle de la vie pour ça. L'ICV, la dernière pratique thérapeutique à laquelle je suis formée, est vraiment celle qui m'a sorti un peu du trou. C'est que c'est vraiment basé là-dessus. Et ça se construit sur une liste de souvenirs. Alors, soit du premier jour jusqu'à aujourd'hui, soit du trauma jusqu'à aujourd'hui, soit du dernier événement qui a été un peu challengeant jusqu'à aujourd'hui. Peu importe, c'est une liste de souvenirs qu'on va lire et répéter à la personne. Dit comme ça, oui, et alors? Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, si... on évoque un souvenir de quand tu étais au bac à sable avec Camille, et puis le match de foot avec un tel, et la sortie à l'école, et je sais pas. Il va y avoir, ça va déclencher une image pour la personne. Cette image, donc ça va activer un peu le cerveau droit, et puis c'est associé à des sensations, à des émotions, à des odeurs, à tout un tas de choses. Et puis, donc ça va activer tout un réseau neuronal. Juste d'évoquer ce souvenir. Hop, ça active. Et de se remettre dans la situation, en fait. Alors, justement, toute la subtilité de cette thérapie, c'est qu'on va éviter de trop se remettre dans la situation. Parce que sinon, on va couper à nouveau. Quand je dis la situation, c'est celle dont tu viens de parler là. Les autres... Du petit souvenir, le bac à sable? Ouais. Aussi, d'accord. Ouais. C'est-à-dire que, parce qu'en fait, quand il y a fort dissociation, en fait, moi je me souviens, ma mère, elle me disait mais tu retiens que les mauvais côtés. Et pourtant, je suis quelqu'un de super optimiste. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, une fois que... alors, bon, moi, dans ma vie, il y a eu ce gros événement à 8 ans, mais il y a eu déjà plein de traumas avant. Il ne faut pas rêver, en général... il y a souvent, les naissances sont jamais évidentes, le rapport, l'accordage avec la mère se fait pas toujours de façon fluide, il y a tout un tas de choses. Et du coup, plus ça s'accumule, et puis après, je répondrai aussi à ta question sur quand ça se réactive et pourquoi ça se réactive et tout ça. Mais quand ça s'accumule, on est de moins en moins présent dans notre vie. Parce que ce qu'il faut savoir,
c'est que quand ça a coupé dans le cerveau, on a expliqué, ok, il y a des liaisons neuronales qui sont brisées, on n'a plus trop la conscience de soi, on a été sur le moment coupé de ces sensations, de ces émotions, mais aussi de la mémoire. C'est-à-dire que tout ce qui continue ensuite de se dérouler, c'est pas enregistré dans la mémoire autobiographique. Donc c'est pas un truc où on va pouvoir se dire ça m'est arrivé. Ça va être enregistré dans la mémoire émotionnelle, ça va être enregistré hors du temps. Et avec amnésie ou pas, parfois il peut ne pas y avoir amnésie, c'est-à-dire qu'on se souvient qu'il s'est passé ça, mais toutes les sensations, les émotions, ça a été enregistré dans la mémoire émotionnelle. C'est dissocié. C'est dissocié. Et il y a, au fur et à mesure qu'on avance dans notre vie, et tout un tas de choses qui n'est pas enregistré dans la mémoire autobiographique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je suis en 2022, mais il y a plein de morceaux de moi qui sont dans le passé. Et c'est ça, être présent. C'est plus on a récupéré ces morceaux du passé, plus on est vraiment entièrement en 2022. Et quand j'étais petite, où j'avais beaucoup d'énormes morceaux de moi, et on en parle beaucoup en chamanisme, quand il parle de recouvrement d'âme, d'aller chercher des morceaux d'âme de la personne. Mais c'est vraiment ça qui se passe, on perd des morceaux de nous-mêmes. Il y a des morceaux qui sont coincés dans le passé, dans une zone du cerveau, dans un espace chamanique, peu importe le mot qu'on met. Mais concrètement, on n'est pas 100% dans le présent. Et du coup, le souvenir lambda qui est en train de se dérouler, il se déroule avec en fond tout ce qu'il y a dans la mémoire émotionnelle. Puisque finalement, là, à 10 ans, il m'arrive quelque chose, la petite fille de 10 ans, il y a peut-être 30% de la petite fille de 10 ans qui est là. Il y a 70% qui est resté coincé là-bas. Donc au final, les 70% qui sont restés coincés, ils sont actifs, donc de façon différente. Donc si on en revient vraiment sur sur qu'est-ce qui se passe au moment du trauma. Ok, ça coupe, ça on a compris. Et après, qu'est-ce qui se passe? S'il n'y a pas régulation, et c'est-à-dire quelqu'un qui peut aider à faire sentir que ça y est, tu es en sécurité, tout ça c'est fini. Si la personne, elle reste dissociée, il va y avoir deux comportements un peu différents et qui peuvent se mêler. Soit la personne, elle va rester complètement coupée, elle va rien sentir. Donc c'est des gens qui n'ont... Comment on peut savoir d'ailleurs? Parce que si 40% des gens qui ont des traumas se rappellent de rien... Là, on parle des agressions sexuelles. D'accord. Ouais. Quels indices on peut avoir dans notre vie pour savoir que ça peut être révélateur d'un traumatisme sexuel ou autre? Ouais. Notre capacité à être présent, notre capacité à sentir, notre capacité à vivre nos émotions. Typiquement, les personnes qui sont très dissociées, ça va être des personnes qui vont pas ressentir grand-chose, qui vont pas trop avoir de passion ou d'intérêt dans la vie. C'est un peu l'encéphalogramme plat, quoi. Voilà. Ça, c'est la dissociation. Et souvent, mais pas toujours, soit ça reste comme ça. Et puis il y a des personnes, et alors là où ça peut être souffrant, parfois ça peut être souffrant pour les entourages, c'est-à-dire que cette personne-là, elles ne peuvent pas avoir de relation authentique. C'est pas possible, puisqu'elles sont coupées d'elles-mêmes et qu'elles n'ont pas d'émotions, elles vont avoir du mal à sentir les émotions de l'autre, à voir que il y a un truc qui a l'air de pas aller là chez l'autre, puisqu'elles sont coupées de tout ça, ce qu'on expliquait tout à l'heure. Donc elles vont avoir du mal à créer des liens profonds. Ça va pas forcément leur manquer, mais ça peut être plutôt difficile pour l'entourage. Et ça, c'est vraiment la dissociation. Mais après, ce qui se passe dans la mémoire émotionnelle, ça va s'activer. Et il va y avoir, donc il y a des personnes, par exemple, elles vont être envahies. Moi, je pouvais avoir des crises, mais je ne comprenais rien de ce qui m'arrivait. Dans mon corps, c'était, maman, je vois très bien, c'était juste, je revivais mon trauma, je sentais des intrusions. Mais il y avait juste une tétanie. Et puis surtout, alors c'est marrant parce que pourtant la sensation était claire, que je sentais des intrusions dans mon vagin en l'occurrence. Mais sur le coup, c'était tellement mélangé avec tout un tas d'émotions et de terreurs et tout ça que je ne pouvais pas nommer que je ressentais
ce type de sensation. Il y avait trop de sensations, trop d'émotions en même temps. J'étais plus là. J'étais plus du tout dans le présent. Il n'y avait plus personne pour dire « Ah, j'ai telle émotion, je suis envahie, il m'arrive ci, il m'arrive ça. » J'étais juste 100% ma mémoire émotionnelle. Et il y a des degrés différents. Les personnes qui tapent des colères pour des détails, ou les crises de panique, ou ça c'est vraiment la mémoire émotionnelle qui se réveille. Et ça se voit tellement souvent, des personnes qui finalement leurs paroles dépassent ce qu'elles voulaient dire, ou leurs actes, ou d'un coup il y en a un qui dit quelque chose de finalement insignifiant, puis ça leur fait mal, et puis elles ont plutôt envie de se replier. Tout ça c'est en lien avec la mémoire émotionnelle d'événements qui n'ont pas été intégrés. Et après, il y a des degrés. Il y en a, ils vont absolument rien sentir. D'autres, ils vont être complètement activés en permanence. Et, ça peut être l'inverse, donc. Il peut y avoir les deux. D'accord. Ouais. Donc, et souvent, les deux, il y a beaucoup, moi c'était mon cas, les deux cohabitent. C'est-à-dire qu'on est complètement coupé. Et puis, à des moments, il y a vraiment des débordements. Et ce qu'il y a, quand la personne est coupée comme ça, donc on a vu que la mémoire émotionnelle, elle peut se réactiver, mais si on reprend le danger, ok, il y a un danger qui nous arrive, ça arrive, toutes les perceptions arrivent au thalamus qui va envoyer à la fois à l'amygdale cérébrale qui va définir si c'est dangereux ou pas, et ça va être très rapide. Puis de façon plus lente, ça va être envoyé aux lobes préfrontaux qui vont analyser la situation de façon fine. Avant d'analyser la situation de façon fine, il faut déjà savoir c'est dangereux ou pas le truc. L'amygdale cérébrale, elle va en lien avec l'hypothalamus qui a fait un apprentissage des expériences, va dire si c'est un danger ou pas. Si c'est un danger, elle va activer les hormones de stress. Et si c'est un danger auquel on peut faire face, quand le danger est terminé, elle va recevoir l'information « c'est terminé », elle va arrêter de dire au reste du corps d'envoyer des hormones de stress et ça va se calmer. Si le thalamus a dû bloquer parce qu'on n'a pas pu faire face et que des hormones anesthésiantes ont été envoyées, l'amygdale qui est en train de dire danger, 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 elle va être enquistée. Mais elle ne va pas arrêter de dire qu'il y a un danger. Elle n'a jamais reçu l'information que c'était fini. Le problème du trauma, c'est qu'on ne sait pas que c'est fini. Le corps ne le sait pas. Le corps ne le sait pas. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça que je me suis souvenue que je suis rentrée chez moi. Dans la thérapie, on a fait tout un tas de trucs, je chantais dans mon corps que c'était fini. Mais les images de « Ah ouais, je suis remontée dans cette voiture, je suis retournée au centre de zoologie », les images, je les ai eues vraiment, ça fait pas vraiment longtemps. Que « Ah ouais, il y a eu une fin, c'est fini, je suis pas restée là-bas, je suis pas morte là-bas », parce que c'était vraiment ce que je croyais, une grosse partie de moi, je vais rester mourir là-bas. Et ça fait que l'amygdale, elle envoie constamment danger, danger. Elle est enquistée pour pas que les hormones de stress détruisent le corps, mais ça va créer une anxiété généralisée. Donc le tableau, quand il y a trauma, c'est une personne qui n'est pas en contact avec ses sensations, ses émotions, son corps, qui n'est pas en contact même avec elle-même, qui elle est, ses désirs, son authenticité, elle n'y a pas accès. Il y a une angoisse un peu de fond, et par moments, il peut y avoir des réactivations et des décharges émotionnelles fortes. Et selon les personnes, il va y avoir plus des réactivations tout le temps, plus un état angoisse de fond, ou plus il ne se passe rien, je ressens rien, et du coup, c'est plutôt le corps qui va somatiser, etc. Et ça, je pense que ça dépend vraiment de toute la construction de l'histoire qui font que telle personne va plutôt réagir comme ci, comme ça, selon la nature du traumatisme et selon tout ce qui s'est passé aussi avant le traumatisme. Et du coup, pourquoi on va reproduire un trauma ?
Parce que, en fait, c'est... Quand tu dis, excuse-moi, quand tu dis, parce que ça, c'est une vraie question que je me pose, on va reproduire. Est-ce qu'on recrée les conditions pour le revivre ou est-ce qu'on va chercher les personnes inconsciemment qui vont nous le refaire revivre ou c'est une succession de hasards, ce qui me semble bizarre? Oui, alors, c'est pas une succession de hasards. On est bien clair. Il y a plusieurs choses, mais c'est un peu deux choses différentes. Si on parle de trauma interpersonnel, d'agression ou de trauma d'attachement, trauma de développement, il y a... Je vais d'abord rester sur les agressions, parce qu'il y a quelque chose d'assez spécifique par rapport à ça. Je sais que tu avais aussi envie qu'on parle un peu d'emprise de cette question-là. En fait, une personne qui est dissociée, qui ne sent pas, c'est une personne qui ne peut pas dire non, de fait, puisqu'elle ne sent pas et qu'elle n'est pas en lien avec elle-même. Et elle va être repérée par les agresseurs. Donc et ça a même été prouvé par l'OMS, qu'un des facteurs le plus prédictif de subir une agression sexuelle, c'est d'en avoir déjà vécu une. Parce qu'en fait, la personne ne va pas être en capacité de se défendre. Elle est déjà dissociée. Et d'ailleurs, ça c'est aussi super important d'en parler par rapport aux agressions sexuelles, surtout je trouve quand c'est dans un cadre familial ou de proche, c'est que la personne elle s'en veut de ne pas avoir dit non. Mais en fait, elle ne pouvait pas. Elle a dissocié. Son cerveau s'est fait inonder. C'était complètement incompréhensible. D'autant plus quand c'est un proche, il y a quelque chose dans le cerveau, ça disjoncte, mais direct. C'est pas possible. Le non n'est pas accessible. Je me souviens une patiente qui me racontait, c'est terrible. C'était avec son tout premier petit copain. Et là, il l'a emmenée dans un endroit dans lequel elle a compris ce qui allait se passer. Mais d'un coup, c'est comme si elle n'était plus dans son corps. Elle a vu ce qui se passait, mais elle ne pouvait rien dire, rien faire. Elle n'avait pas accès. Et ça, c'est tellement souvent et vraiment, c'est hyper important d'expliquer aux personnes qu'elles ne pouvaient pas faire autrement. Ça a été la réaction de survie la plus adaptée à ce moment-là, qu'a déclenché son corps, quoi. Et ça, les agresseurs, ils le sentent. Donc, ils vont aller vers des personnes comme ça. Mais après, il y a aussi que... c'est assez complexe, ces questions. Si on prend justement un peu plus en détail la question de l'emprise, il y a donc chez les personnes traumatisées, il faut quand même savoir que les agresseurs sont aussi des personnes traumatisées. C'est des degrés différents. En fait, les agresseurs sont plus traumatisés que les victimes. Il faut quand même s'en rendre compte. Hein. Parce qu'eux, ils sont totalement dissociés. Il n'y a plus rien du tout d'humain, entre guillemets. C'est ça. Il n'y a pas l'empathie, quoi. Ouais. Après, toujours, il faut mettre des nuances parce que ce n'est pas non plus des cases. Parfois, ils sont sous le moment de l'agression, ils sont en grosse réactivation traumatique, en grosse reviviscence, ils reproduisent leur trauma et parfois, après, ils s'en rendent compte. Et c'est hyper violent et souffrant. Et après, il y a ceux, effectivement, qui ressentent rien, absolument rien, ni pour eux, ni pour personne. C'est hyper complexe. Hein. Donc là, il y a le fait de, ok, la personne qui est dissociée, elle est une proie facile, en gros. Ça, c'est une première réponse. Après, il y a comment certains traumas touchent vraiment à l'estime de soi et dans ce besoin de plaire et dans ce... besoin d'être aimé, il y a une dépendance, ça peut être aussi au niveau de la dépendance affective. La personne, elle recherche, elle attend quelque chose, elle est un peu comme mendiante. Et ça va aussi être repéré, mais de façon pas forcément consciente en fait. Hein. Et il y a un jeu qui se met en place, de la personne
sous emprise et de la personne qui met sous emprise, c'est que, en fait, la personne qui met sous emprise, au départ, elle va vraiment nourrir ce besoin que la personne elle a d'être aimée. Elle va lui dire ce qu'elle a toujours eu envie d'entendre. Et cette personne-là, elle va, mais enfin, ça comble ce besoin, ce manque énorme d'amour, d'attention. Là, on est plus dans des traumas d'attachement quand même. Souvent, quand il y a des traumas d'agression sexuelle, il y a trouble de l'attachement avant. Pourquoi ? Parce que comment ça se fait que c'est pas possible de l'avoir dit après, d'avoir demandé l'aide ? Ça peut être effectivement quand c'est trop extrême et quand on dissocie, on ne peut pas non plus faire complètement des généralités. Mais il y a quand même, moi dans mon parcours, et puis j'en parle vraiment aussi dans mon livre et puis dans les thérapies, on ne peut pas intégrer un trauma, que ce soit une agression sexuelle ou n'importe quel trauma qui arrive dans l'enfance ou après, si on n'a pas été travailler la partie précoce et l'attachement. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment dans cette période de la vie qu'on va développer notre confiance en l'autre en fait, et en nous. C'est comment, en tant que détresse, en tant que bébé, on a réagi à notre détresse. Mais pourquoi on va vers quelqu'un qui veut... Enfin, on cherche donc à recevoir l'amour dont on a manqué, en gros. Ouais. Une personne normale peut aussi nous en donner. Pourquoi on va plus vers des personnes qui nous mettent sous emprise ? En fait, on n'est pas, tant que c'est pas intégré, on n'est pas capable de recevoir de l'amour d'une personne saine. Parce qu'on ne le reconnaît pas, en plus, de toute façon. Et en fait, il y a... Ouais, je vais continuer de raconter ça et puis on va creuser là-dessus parce que c'est vrai que c'est une super bonne question. Et après, il y a des histoires où ça arrive, et Dieu merci, mais en fait, dans toutes ces interactions précoces, il y a des schémas qui sont construits, des schémas de croyance sur nous-mêmes, qu'on ne vaut rien, qu'on ne mérite pas ci, qu'on ne mérite pas ça, etc. Donc c'est assez compliqué de recevoir de l'amour puisque on peut ne pas se croire mériter de l'amour, on peut se croire pas être digne d'amour. Et il y a quelque chose où la relation intime est super dangereuse. Elle est activante. Donc, dans l'intimité avec l'autre, on n'est pas lucide. Il y a quelque chose où, justement, l'accès aux lobes préfrontaux, cette personne, c'est une personne saine, elle va me faire du bien, ça n'a pas accès. Ça va troubler. Et donc, du coup, la personne, elle va chercher ce qu'elle a connu, en fait. Ça. En fait, c'est ce parent qui n'a pas su répondre, c'est de ce parent que la personne, elle veut recevoir. Donc, elle va chercher quelqu'un comme ça. Le même profil. Le même profil. C'est ce type. Et c'est vraiment quand elle aura compris que aujourd'hui, c'est pas... ça, je l'ai tellement vu, en fait, en thérapie. Les personnes, elles veulent recevoir ça, mais de leurs parents. Ou alors, elles vont chercher quelqu'un qui ressemble. Et il y a quelque chose où c'est vraiment en montrant que le temps a passé et qu'aujourd'hui, regarde, aujourd'hui, le tout petit en toi, c'est plus ses parents qui prennent soin de lui. Et alors, dans un premier temps, ça peut être le thérapeute, et puis après, c'est intégré et ça devient nous-mêmes qui prenons soin de nous. Mais ça, c'est important que notre part petite, elle reçoive enfin l'amour pour qu'elle arrête de la chercher d'un endroit où elle ne peut pas le recevoir. Comment on peut savoir si on va vers le connu ? Ouais. Et donc, je prends une métaphore un peu stupide avec des aliments, par exemple. Ouais. Si on a mangé des hamburgers toute son enfance, oui. et qu'en fait, ce dont on avait besoin, c'est des fruits et légumes. Ouais. Comment on peut sentir que le fruit et légumes nous fait du bien, alors qu'on a mangé du hamburger toute la vie ? Comment savoir quel est l'amour juste, on va dire, quand on ne l'a jamais vécu ? Par la thérapie. C'est là qu'on va le connaître, petit à petit. Et ça peut vraiment prendre du temps parce que justement, dans la thérapie, on va rejouer toutes ces questions de faire confiance à l'autre. Moi, je me souviens, au départ, je ne la croyais pas, ma thérapeute, quand elle disait que j'étais quelqu'un de bien aussi. Je me dis, mais elle ne se rend pas compte.
Elle voit pas en fait. Je croyais qu'elle le croyait, hein, mais elle sait pas. Du coup, elle était dévalorisée à tes yeux? Non, Non? parce que non, c'était plus par rapport à moi où je me disais si je lui montre qui je suis vraiment, c'est pas possible quoi. C'était pas possible. Mais voilà, petit à petit, en enlevant des nœuds, des couches, en comprenant que tout ce que j'ai reçu de violence, d'agression, je l'ai remis à sa place. Ça m'a un peu décollé. Ah mais ouais, en fait, je suis quelqu'un de bien, quoi. Tous ces trucs où je me sens sale, mauvaise, perverse, mais tout ça, c'est pas moi, en fait. Mais Pourquoi on croit ça? On capte la chose de l'agresseur et on l'intègre en nous? c'est exactement ça. Quand on a coupé, le cerveau coupe, le trauma continue à se dérouler et tout s'enregistre dans la mémoire émotionnelle. Mais quand je dis tout, c'est tout. Même les pensées de l'agresseur, mais c'est pas forcément de l'agresseur, les pensées du parent qui en peut plus de ce gamin, on l'enregistre. Si on est en état dissocié. Si juste on est un parent un peu énervé par son enfant et l'enfant il se sent pas en danger, il va pas dissocier, donc il va pas l'intégrer. Mais si l'enfant à ce moment-là est dissocié, soit parce qu'il a été dissocié avant, soit parce que le parent il devient violent, là ça va s'enregistrer. Et ça va faire partie ensuite de la mémoire émotionnelle de la personne et sans faire de distinction. C'est ça, parce que tu disais au début, j'étais violente contre moi-même. Pourquoi ça se retourne contre nous? Pourquoi on se fait du mal à nous-mêmes? Alors c'est dans les deux, ça peut être dans les deux sens. Les agresseurs, ils sont violents envers les autres, ils reproduisent sur les autres. Et ça peut du coup revenir vers soi-même. C'est que en fait cette charge. Alors pourquoi dans certains cas ça revient vers nous et pourquoi dans d'autres cas ça va vers l'extérieur? Franchement, je sais pas. Je pense que c'est vraiment lié à ce qu'on a vécu avant. C'est vraiment lié à l'attachement. C'est vraiment lié comment ça s'est construit à la base. Comment j'ai développé ma relation à la base. Et quand même, souvent, le bébé, il va pas remettre en cause ses parents. S'il y a un truc qui va pas, c'est pas ses parents, c'est lui le problème. C'est de sa faute. Il ne peut pas, d'un point de vue de survie, se dire que les personnes qui sont en charge de lui, de sa sécurité, sont défaillants. Non, c'est lui le problème. Et c'est à cet endroit-là que ça se joue de retourner vers soi. Et je pense que si c'est tellement plus défaillant, il y a un moment donné, le réflexe de survie va propulser un peu vers l'extérieur pour s'en sortir, quoi. Je pense que ça se construit à cet endroit-là. Et puis ça dépend vraiment des traumas. Il y a des personnes, certaines agressions et paroles et tout ça, ils vont se les remettre contre eux, et d'autres plutôt vers l'extérieur. Parfois, il y a des personnes qui justement vont beaucoup projeter vers l'extérieur, qui vont être violents, qui vont être dans les insultes, etc. Il y a beaucoup de dévalorisation interne, mais sous des couches plus profondes, où ils n'en ont pas forcément accès. Et là, dans ce que moi j'ai vécu, c'était vraiment... Il y a eu un mélange à la fois des choses que j'ai reçues, la haine des personnes qui m'ont fait ça, je l'avais en moi et puis ça continuait à me bouffer, je me haïssais, quoi. Mais aussi le côté sale, pervers qui était finalement en eux. Je croyais que c'était moi. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais quelqu'un de manipulatrice, pervers, mauvais. Ça me semble dingue maintenant parce que franchement, je suis pas du tout comme ça et je l'ai jamais été. Mais j'étais persuadée de l'être. Qu'est-ce qui fait que dans les diverses thérapies que tu as suivies, et qu'à un moment, justement, c'est le fait de croire que c'est toi qui étais haineuse, violente, etc., que ça t'a quitté? Ouais, ça m'a vraiment quitté, ce premier morceau, avec l'EMDR. Donc, l'EMDR, c'est une thérapie qui est spécialisée sur le trauma. C'est ça qui a permis que les premiers bribes de souvenirs remontent. Et bon, ça a été compliqué parce que ça a été grosse retraumatisation quand même. Quand tout est revenu, j'étais dans mon trauma en permanence.
il n'y avait plus de ciel bleu. Pendant 6 mois, il n'y avait plus de ciel bleu, quoi. C'était la nuit tout le temps pour moi, quoi. Et je me souviens, ma thérapeute, elle se disait, mais comment ça se fait que ça avance pas? Et à un moment, on a fait une technique qui s'appelle la table dissociative en MDR. Qu'est-ce que c'est? C'est un moment où on a fait se rencontrer toutes les parts de moi qui se sont créées pendant ce trauma. Donc la part terrorisée, la culpabilité, la haine, la rage, l'innocence bafouée. Et on a fait rencontrer toutes ces parts avec moi adulte. Et c'est là où ça m'a vraiment aidée. C'est toujours de ramener le fait qu'il y ait le moi adulte, c'est que c'est fini. Et j'ai pu, avec ma part adulte, dialoguer avec toutes ces parts de moi-même qui ont été frappées par ce trauma. Et ça a remis des choses à leur place. Ah ouais, il m'est arrivé ça. Ah ouais, mais en fait, c'est pas juste. Et c'est pas moi. Le fait qu'il y ait de pas avoir juste la honte, mais de voir, ah ouais, il y a eu aussi l'innocence bafouée, il y a eu aussi la terreur, il y a eu aussi l'effondrement, il y a eu aussi la rage, etc. Mais depuis moi, adulte, je peux voir ça. Et on a fait tout un dialogue et j'ai pu revivre tout un tas d'émotions de toutes ces parts. Ça ressemble un peu à ce qu'on peut voir en IFS, l'Internal Family System, où ils dialoguent avec les parts intérieures comme ça et les besoins et on restaure des choses. Et tout ce travail-là a remis déjà pas mal de choses à leur place. Et c'est vraiment après ce travail-là que, ah ouais, je suis quelqu'un de bien. Ça a duré combien de temps à peu près ce travail spécifique? Je sais plus trop entre ça et le début de l'EMDR. Juste sur les parts, au final, pas tant que ça, quelques séances, quoi. Peut-être entre 5 et 10 séances, quoi. Et c'est vrai que ça a vraiment changé quelque chose sur « Ah, je suis quelqu'un de bien ». Et c'est suite à cette expérience-là, d'ailleurs, ça faisait un moment que je me formais pour être thérapeute, je me dis « Ok, ça j'ai envie de le partager ». Mais j'étais encore angoissée, à fond. J'étais encore dépressive, à fond. Donc j'avais toujours envie de mourir ou peur de mourir. Mais je me dis, au moins, je suis quelqu'un de bien. Et j'ai de l'amour pour qui je suis. Et je me dis, déjà, si je peux aider les gens à avoir de l'amour pour eux, à passer de la haine à l'amour. Ouais. Et là où j'ai commencé, où je me suis installée, je me dis, ok, là, je suis prête, entre guillemets, je suis loin d'avoir traversé. Je ne suis pas épanouie dans ma vie. Mais au moins, si je peux aider les gens à sentir que c'est des bonnes personnes, déjà, je peux contribuer, quoi. Et par contre, vraiment, je suis restée quand même... Ça a été long entre cette phase-là et la phase de j'ai plus envie de mourir tous les 4 matins et j'ai pas la peur au ventre en permanence. Et ça, vraiment, c'est l'ICV qui m'a vraiment aidée à faire ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de comment ça fonctionne? Ouais, j'ai vraiment envie d'en parler. Et donc, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai commencé en fait tout à l'heure avec cette histoire de souvenirs. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on lit cette liste de souvenirs à la personne? Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, du coup, je raccroche. J'expliquais que quand on est sur une base traumatisée et qu'on vit un souvenir lambda, on va l'enregistrer avec l'angoisse de fond permanent. On va l'enregistrer avec comment on est en fait. Donc comme moi en permanence, j'étais avec, il y avait l'amygdale qui disait je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Donc je suis à la fête d'anniversaire de Caroline, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Donc j'enregistre la fête d'anniversaire de Caroline avec c'est super, on joue au ballon, etc. Et en même temps, ce souvenir c'est l'anniversaire de Caroline et je vais mourir et je suis vraiment dégueulasse et terrible et je peux pas me saquer et c'est tout ça l'anniversaire de Caroline. Donc forcément, quand après, tu te fais l'anniversaire de Caroline, ouais, ben non, c'était pas génial. Dans le souvenir. Mais l'anniversaire en lui-même, il était top. Et ce qui est super, c'est que quand on intègre son histoire, l'anniversaire de Caroline, il redevient l'anniversaire de Caroline. Puisque tout le reste, c'est revenu à sa place. Donc les souvenirs, les bons souvenirs, on peut enfin
ah ouais, mais en fait, c'était pas si terrible mon enfance. C'est comme s'il y avait une toile de fond permanente. Ouais, c'est exactement ça. Moi, je parle de bruit de fond permanent. Et du coup, quand l'ICV, donc on parle d'un souvenir. Donc en fait, il faut savoir que l'anniversaire de Caroline, qui était chouette, ben, potentiellement, il est activant aussi. Et puis le match de foot, et puis la sortie avec l'école, etc. Qu'est-ce que tu appelles activant exactement? Ouais, c'est-à-dire que si je me remémore l'anniversaire de Caroline, je vais aussi me remémorer mon angoisse, je vais aussi me remémorer les pensées dévalorisantes que je pouvais avoir de moi. Et ça, moi, je me souviens quand j'étais en formation en hypnose, il y a des trucs classiques, et ça marche bien avec des personnes qui ne sont pas surtraumatisées. On leur fait trouver un bon souvenir et se gargariser de ce bon souvenir pour être bien là maintenant. Bah ouais, mais moi, aller dans un bon souvenir, ça me faisait aller dans mon trauma. Il n'y en avait pas vraiment finalement. Ben non. Ouais. Et en fait, si, maintenant, maintenant, je peux voir comment... Mais oui, maintenant, je le sens que j'ai eu une enfance privilégiée. Je sens que c'était chouette. Mais en fait, c'était tout recouvert par de la boue, quoi. Et de l'angoisse, et de la terreur, et du massacre. Je pouvais pas. Mais les gens extérieurs ne comprennent pas. Pourtant, elle a eu une enfance. Ben oui, mais il suffit pas de beaucoup d'événements traumatiques pour que tous les trucs chouettes soient pollués par la marée du trauma, quoi. Donc revenons à l'ICV. L'idée, ça va être, non, pour bien comprendre comment ça marche l'ICV, c'est un peu aussi, en fait, il y a plein de questions à laquelle du coup je réponds pas jusqu'au bout, mais je vais y arriver. C'est quoi la retraumatisation? Donc ce qu'il faut savoir, ce que j'expliquais, c'est comment un trauma peut se réactiver. Donc si par exemple on a eu un accident de voiture, j'aime bien cet exemple parce que je trouve qu'il parle, un accident de voiture, la nuit, un soir de pluie, avec une voiture rouge. Ok. C'est enregistré dans la mémoire émotionnelle, pluie, voiture rouge, nuit. C'est pas enregistré, il m'est arrivé un accident de voiture, la nuit, un soir de pluie. C'est enregistré, pluie, rouge, nuit. Ouais. Du coup, le rouge peut m'activer. C'est-à-dire le rouge peut me faire ressentir les émotions de « je vais crever ». Je peux être déprimée la nuit. J'ai des paniques quand il pleut. Mais en fait, je ne me rends même pas compte que c'est plus la nuit, que c'est quand il pleut, que c'est le rouge, parce que notre cerveau, il analyse mais des quantités d'informations à la seconde. Et je ne capte pas en fait que c'est telle ou telle chose qui a réveillé, que d'un coup je suis angoissée, que d'un coup je ne suis pas bien, que... Alors, si je sais que j'ai eu un accident de voiture, je m'en souviens, c'était à l'âge adulte, je monte dans une voiture, je panique, bon, je fais le lien. Mais je suis là, je déprime, mais je ne fais pas forcément le lien que c'est parce que c'est la nuit, ou etc., etc. Et ça, c'est en permanence que notre mémoire émotionnelle, elle va se réveiller quand il y a des déclencheurs qui parfois sont anodins. C'est un mot, c'est une tonalité d'une voix. Ben ouais, mais ça fait partie des fragments qui étaient là. Quand ça se réactive, oui. Est-ce que ça peut aggraver la charge traumatique initiale ou pas? Ça aggrave pas la charge traumatique initiale, mais ça en crée une nouvelle. Ah, super. C'est-à-dire que cet événement, il ne va pas non plus être enregistré dans la mémoire traumatique. Parce qu'en fait, au moment qu'il y a de la réactivation, si ça active le trauma, ben on va redissocier pour se protéger. En fait, ça réactive du coup les hormones de stress et à nouveau, on se dissocie. Et parfois, on ne sent même pas. En fait, les personnes qui sont très dissociées, en fait, ils sentent même pas qu'ils sont réactivés. Direct, ça dissocie et hop, ils sont coupés. Et en thérapie, nous, on ne veut pas ça. Donc, il va falloir vraiment éviter de réactiver la personne. Donc, quand on va lui parler de ses souvenirs du passé, même des souvenirs positifs, on ne va pas s'éterniser. On ne veut pas qu'elle sente ces sensations, parce que sinon, elle va redissocier. Donc, on va nommer de façon très vite. Ah, bah tu te souviens l'anniversaire de Caroline? Ah, et puis après, il y avait eu le match de foot. Et puis après, il y a eu ça. Et puis après, il y a eu ça. Et puis après, il y a eu ça. Qu'est-ce que ça fait de faire ça? La première chose, c'est que, ok, à chaque souvenir, c'est tout un réseau neuronal qui s'active. Et après, on dit, et puis il y a eu celui-là, et puis il y a eu celui-là, et puis il y a eu celui-là. Et à force de répéter, parce qu'on va la répéter, cette ligne du temps, il y a des connexions qui vont se faire. Il y a la chronologie enfin qui va arriver. Ah ouais, en fait, c'était il y a longtemps ça. Depuis, j'ai fait ça, 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 ça et ça.
Et c'est vraiment ça qui va prouver. Alors là, on le fait au départ, sur des souvenirs, voilà, un peu tout, mais on sent que, ah ouais, en fait, je suis là, quoi. Et plus en fait, en ICV, on a vraiment 2 gammes de protocoles. On a les protocoles de consolidation et puis après les protocoles de réparation, où là, on va aller spécifiquement sur les événements traumatiques. Quand on consolide, on est sur soit l'échelle de la vie, soit selon la pertinence, les dernières années, suite à un trauma, mais on n'évoque pas de trauma, on consolide là. L'idée, c'est de sentir que, ah ouais, il y a eu ça, ça, ça et ça. Et petit à petit, ça crée des connexions. Et comme on ne s'attarde pas sur le souvenir, la personne, elle ne va pas enclencher ses protections, ses défenses. Elle va pouvoir petit à petit tisser ça en conscience. Et moi, ce que j'ai senti, c'est comment d'un coup, mon corps il est devenu plus dense, quoi. Je me suis sentie, c'est vraiment... ouais, je suis là, quoi. Au bout de combien de temps, à peu près? Ça a été assez rapide, la première consolidation. Le truc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que j'appelle dans mon livre, si j'ai appelé mon livre les couches de l'oignon, c'est que je vais consolider la première couche. Et ça y est. Mais ça, j'ai fait des années et des années de thérapie, mais en tout genre, et de formation et tout ce qu'on veut. Tant qu'on ne consolide pas la première couche, on ne peut pas accéder à rien d'autre, en fait. Donc, du coup, enfin, j'avais quelque chose, mais c'était que le début, en fait. C'est-à-dire que pour aller éprouver, et Dieu sait que c'est intense que j'ai eu besoin d'aller éprouver pour reconquérir mon histoire, ben, il fallait que je sois là, quoi. Il fallait que je sois solide. Et tant que, c'est ce que j'expliquais sur le truc de survie, et que tant qu'on est en survie, on ne peut pas aller sentir, il faut être suffisamment sécure pour que ça émerge. Et donc, j'ai commencé à me sentir bien là, sentir vachement plus mes pieds. Et puis, ça joue. Je le voyais aussi dans ma face, dans mon regard, parce que j'étais quand même très dissociée. Donc, j'étais loin. Mais on s'en rend pas compte, en fait. En fait, c'est ce que tu disais avec les hamburgers. Quand on mange que des hamburgers, on ne peut pas savoir c'est quoi le goût du fruit. Ben, petit à petit, on va enlever un grain de sésame au pain du hamburger. Puis un autre, et puis un autre. Puis un jour, on va enlever le pain du hamburger. Et puis peut-être qu'on va garder que la salade. Puis peut-être on va aller la rincer, la salade. Et puis peut-être, tiens, je vais t'amener une salade du jardin. Et petit à petit, et c'est comme ça. On ne va pas passer d'un coup du hamburger aux fruits. C'est qu'en fait, on va l'effeuiller, tout ça. On va faire en sorte que ben là, ah ouais, je me sens un peu plus, mon regard il est un peu plus différent. Ah ouais, dans mon corps, c'est ça, sentir un peu plus. Ah ouais, d'accord. Et quand on sent, et au bout d'un moment avec cette thérapie, on se méfie, quand on commence à bien sentir, là, dans sa vie, ok, on est prêt à la prochaine couche. Du coup, là, il y a un trauma qui ressort. Et je me souviens, cette séance, mais j'étais là et je ne comprenais pas. Donc là, ça faisait... combien on avait fait de séances de consolidation? Je ne sais pas, peut-être 10, 15. Là, je commençais à être plus là. Mais j'étais toujours super angoissée, quoi. Et j'arrive à cette séance et je lui dis, mais je ne comprends pas, Paul, ma thérapeute. Mais comment ça se fait, quoi depuis ces années que je suis toujours aussi angoissée, quoi. Et elle ne savait pas non plus. Et donc on continue et elle me raconte ma vie depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et puis là, elle me raconte un truc qu'elle m'a raconté mais déjà 10 000 fois. Et puis tu marches à 4 pas, et puis là tu vas chez la nounou. Et alors là, mais mon corps a commencé à trembler, j'ai pleuré, j'ai des sensations dans mon corps. Et puis j'étais bloquée sur un souvenir. Et puis je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Et puis on a répété, elle me dit t'es là avec moi, ouais ok, quoi que tu te souviennes, c'est terminé, ok c'est fini, elle me ramène dans le présent, je suis là, et petit à petit, et puis les souvenirs, etc. Et les sensations dans mon corps, parce que voilà, c'était pas ma première agression sexuelle à 8 ans, hein. On sait bien que si on en vit, c'est qu'il y en avait avant. Et c'est comme ça que tout un tas de choses sont remontées. Et puis on a consolidé, ça a encore été un hiver noir, ça a été super compliqué, j'étais maman à l'époque, mon pauvre chouchou, j'ai fait comme j'ai pu. Et
Et là, à un moment donné, il a fallu aller dans cette phase de consolidation, aller dans la période bébé, aller dans la naissance, aller dans les premières expériences, parce que c'est là que va vraiment se fonder notre capacité de résilience. Et du coup, on va consolider là, et sur l'ensemble de la vie, et ça y est, je me sens un peu plus, et ok, et là, il y a d'autres couches, et on descend, et c'est comme ça qu'à un moment donné, tous les trucs sont remontés, où j'ai revu le flingue sur la tempe, où j'ai vu la tête dans la bassine, où j'ai senti tous les trucs dans mon corps, où j'ai eu beaucoup plus d'images, où j'ai eu des images vraiment de mes agresseurs, et puis des autres filles, et puis du lieu, et puis des caméras, et tout ça, c'est revenu, mais il a fallu beaucoup de temps, quoi, faut descendre. Et c'est vrai que ce principe de consolidation, de sentir dans son corps que c'est fini, et ah ouais, je suis un peu plus... Et ça, on sent la sortie de dissociation en thérapie, c'est vraiment physique, comment d'un coup, tout cette brume, le fait d'être fatigué, d'avoir du mal à sentir, le thérapeute, il fait que juste lire la ligne du temps, et d'un coup, mais on ne comprend plus rien, c'est toute la dissociation qui remonte, quoi. Et si on arrive vraiment, si le thérapeute arrive à faire en sorte que la personne, elle reste dans sa fenêtre de tolérance. La fenêtre de tolérance, c'est quoi? C'est la zone à l'intérieur de laquelle on peut vivre une intensité émotionnelle sans se dissocier. C'est le fameux truc, donc là ça va, et puis danger, premier danger, je sors de ma fenêtre de tolérance par le haut, je suis hyper activée, je trouve des solutions, etc. Et si je peux pas, ça coupe et hop, je passe en bas, je ressens plus rien. Et le job du thérapeute, c'est de faire en sorte que la personne, elle reste là tout le temps. Si elle est en dehors, elle ne peut pas apprendre, elle ne peut pas guérir. On peut guérir que quand on est là. Le truc, c'est que les patients, en général, ils viennent nous voir, ils sont comme ça. C'est-à-dire? Ils ont une toute petite fenêtre de tolérance. Le moindre truc va les réactiver. L'anniversaire de Caroline, qui était un bon souvenir, ça peut les activer. Donc c'est en ça où, au départ, c'est vraiment important d'y aller doucement. Parce que sinon, on peut faire des tas de trucs. Moi, j'ai fait des tas de choses avant tout ça. Et puis, c'est intense. Et puis, on revit des choses. On revit le trauma, on vit machin. Et... Bah ouais, mais en fait, t'es pas dans ta fenêtre de tolérance. Donc, tout ça, ça sert à rien, en fait. Tu vas pas l'intégrer. Est-ce qu'on le réactive, d'ailleurs, en faisant ça? Oui. Donc, en fait, c'est même contre-productif? C'est contre-productif. Ça amplifie une espèce de fascination vers le trauma. Et c'est normal que le trauma, il soit dans cette fascination, parce que la personne, elle ressent rien, sauf quand elle est en réactivation traumatique. Donc là, au moins, elle est vivante. Donc ça l'attire, et elle se dit, c'est là que je vais retrouver ma vie. Ben, en fait, non. Est-ce que c'est pour ça que certaines personnes recherchent toujours des sensations fortes? Oui, c'est pour ça. Parce qu'en fait, elles ressentent rien, et c'est hyper souffrant de se sentir mort. C'est hyper souffrant, la vie, elle est là. On a envie d'y goûter. On a envie, nous aussi, de rire, d'être joyeux, de goûter à la vie. Et le seul endroit où on goûte à la vie, c'est dans cette intensité-là. Et on croit que c'est là qu'on va la récupérer. Donc on a envie soit du trauma, soit de l'intensité. Soit il y a des personnes, vraiment, ils cherchent l'intensité dans des conduites à risque terribles. Parce que là, au moment où, d'un coup, ils touchent le danger, l'adrénaline, le cortisol, je suis vivant. Ou alors, ils se réactivent dans leur trauma, dans le je vais mourir, etc. Mais là, ils sentent, ils sont dans la reviviscence, ils revivent le trauma avant de couper. Mais on voit les deux cas de figure, les personnes qui cherchent l'intensité, mais on voit aussi les cas de figure. Enfin, moi, j'avais les deux d'ailleurs. Donc, moi, l'intensité, je la cherchais plus dans... ça peut aussi se chercher beaucoup dans le spirituel, chercher des expériences extatiques, chercher un sens... dans des quêtes à cet endroit-là. Ça peut faire, comme je l'ai dit, aussi dans les conduites à risque, dans se sentir vivant. Ça peut être aussi beaucoup quand il y a des traumas sexuels dans la séduction, dans vivre quelque chose, dans ressentir en fait cette charge traumatique au niveau sexuel. Dans mon cas, moi, c'était tellement lié en fait à la mort que j'avais pas de libido, mais dans les agressions sexuelles, les personnes peuvent être envahies par la charge sexuelle de l'agresseur. Donc il y a aussi cette charge qui les pousse à revivre, à sentir.
on est attiré, et c'est ça, du coup j'essaie de répondre à cette question d'avant, pourquoi on revit, mais parce qu'en fait cette charge, c'est là où on se sent vivant, il y a quelque chose où on est attiré par notre trauma, parce que c'est là, la dernière fois où on a été vivant, c'était là. Et quand on est là, on sent quelque chose. Et on a comme cette intuition que c'est là qu'on va aller récupérer. Et oui, c'est à cet endroit-là, quelque part, qu'on va récupérer le morceau de nous-mêmes. Mais c'est à cet endroit-là, dans le présent. C'est que dans le présent. Dans le passé, c'est fini. Et c'est là où on a perdu le morceau de nous-mêmes. Et il y a pas mal de confusion à cet endroit-là. Et même moi, en tant que thérapeute, je croyais que c'était là que j'allais aider mes personnes à raccrocher. Mais non, c'est pas dans le passé qu'on aide les personnes à raccrocher, c'est dans le présent. Il faut les ramener dans le présent. C'est fini. Et on ramène les parts qui sont coincées dans le passé, on les ramène là. C'est pas nous qui allons dans le passé. On ramène la part, le morceau qu'on a perdu. On le ramène dans le présent et toutes les émotions, ça, on les remet à leur place dans le passé. C'est comme ça qu'on peut vraiment se reconstruire. Et c'est en ça où je trouve génial dans l'ICV cette façon de consolider. C'est vraiment ce principe de consolidation. Et donc, on appelle consolidation. Et effectivement, oui, quand on est suffisamment consolidé, il y a une charge traumatique qui va remonter. Et là, oui, on va aller dans l'événement traumatique pour dire c'est fini. Cette part qui a vécu ça, on l'enlève de là et on lui demande regarde, t'as fait ça après. Au début, elle comprend rien. Et puis ça, et puis ça, et puis ça. La part de nous, faut lui répéter beaucoup. Et puis au bout d'un moment, waouh, j'ai fait ça après. Il y a un après. Je suis pas morte. J'ai fait ça après. Et puis ça, et puis ça. Et je suis là. C'est dingue. C'est hallucinant pour cette part d'entendre ça. Et le truc, c'est qu'un trauma, il y a plein de parts. Et dans chaque part, il y a des couches. J'ai des parts qui étaient complètement tétanisées, qui voyaient tout en noir et blanc, qui étaient archi coupées, que j'ai dû vraiment me toucher pour dire mais regarde, t'es vivante, t'es pas morte. Et lui montrer plusieurs fois. J'ai dû faire ça à différents moments de la thérapie parce que un peu plus consolidé, etc. etc. C'est vraiment ce principe-là. C'est pour ça que j'ai vraiment eu envie de parler des couches de l'oignon. C'est ce qui me semble le plus parler, en tout cas, du processus qui m'a permis d'intégrer que tout ça, c'est fini, puis de récupérer, au-delà de comprendre tout ça, c'est fini, ça on le sait, mais sentir, d'être là, d'être dans le présent, et que maintenant, si je vais à l'anniversaire de Caroline, je m'éclate, vraiment. Parce que ça fait déjà 1 heure qu'on discute, mais c'est génial, parce qu'en 1 heure, j'ai l'impression que j'ai tout compris. Ah bah, formidable, si ça peut être pareil pour ceux qui nous écoutent. J'espère bien. Quel conseil un peu d'urgence, on va dire, tu peux donner aux personnes qui vont regarder cette vidéo, avec qui ça va résonner, ce dont tu parles dans la période traumatique, dissociation, etc. Ouais. C'est quoi les conseils de premier secours ? Sentir ses pieds, se ramener dans le présent. Donc sentir ses pieds, regarde autour de toi. Sens, ok, je suis là, peut-être sentir les os. Une phrase qui peut aider, c'est quoi qui s'est passé, c'est terminé. Et le micro, voilà. Et sentir, toucher quelque chose, serrer. Et après, moi, c'est vraiment ce que... Être dans le corps, du coup, par exemple, faire du sport Ouais, ça, mais sauf si c'est une fuite. Ouais, mais, sans excès. Ouais, c'est ça. Mais dans le programme que j'ai conçu pour les femmes, et d'ailleurs, il faudrait que je fasse aussi des choses pour tout le monde, la première chose qu'on voit, c'est ça. La régulation du système nerveux, comment, quand on est activé, on se ramène dans le présent. Et en fait, ce qui va être important à comprendre, c'est ok, là, est-ce que je suis activée en mode dissocié, système dorsal? Est-ce que je suis activée en mode superactif, système sympathique? Et à ce moment-là, si je suis en dorsal, il va falloir que je mette un peu d'action dans mon corps. Donc moi, j'aime bien serrer les poings comme ça, ou mettre de la musique, bouger, pour quand on est coupé, quand on attend, tu vois, qu'on se replie, qu'on veut mourir, qu'on n'est pas là. Ok, là, on a besoin de remettre l'énergie dans le corps. Parce que ça, j'en parle pour ceux qui veulent en savoir plus sur ma chaîne YouTube. Je parle de la régulation du système nerveux. Et quand on est bloqué
en dissociation, donc le système autonome vagal ventral. Pour pouvoir revenir dans un mode de régulation, il faut passer par le sympathique. C'est-à-dire que quand je suis en mode coupé, anesthésié, il va falloir que je repasse par le mode hormone de stress, action-défense, pour arriver à la régulation. Donc si je suis coupée, il faut que je mette du mouvement, et du mouvement coordonné. Et après, pour retourner dans la régulation, ça va être le lien à l'autre. C'est le fameux demander de l'aide, la première réponse. Mais ça, c'est pas accessible à tout le monde. Donc ça peut être la nature, les animaux. Demander de l'aide aux bonnes personnes aussi. Aussi. Parce que si on a des problèmes, on va peut-être aller voir les mauvaises personnes. Mais c'est ça. Mais il faut du temps. D'ailleurs, souvent les gens qui arrivent à moi, mais le nombre de parcours qu'ils ont fait, moi-même, le nombre de thérapies, parce que au début, on n'est capable que de demander de l'aide là. Ok, on commence là où c'est possible. Mais donc, le truc d'urgence, c'est se ramener dans le présent. Ici, maintenant, regarder autour de soi, serrer. Si on a des personnes de confiance, aller parler, mais pas forcément d'aller parler de ce qu'on va pas bien, parler de la pluie et du beau temps. Ça va pas intégrer le trauma, mais ça va ramener dans le présent. Et là, ce qu'on veut juste, nous, c'est se ramener dans la fenêtre de tolérance, se ramener au présent. Donc, aller parler d'un truc qui nous fait du bien, respirer, écouter de la musique. Il y a vraiment tout un travail après d'apprendre à se connaître. C'est quoi qui fait que je reviens dans ma fenêtre de tolérance ? Ça va être différent chez chacun et reconnaître aussi c'est quoi qui fait que j'en sors. Et il y a tout un truc à construire. Déjà, rien que ce travail, ça change les vies des personnes. Et après, on peut vraiment aller descendre dans qu'est-ce qui est la source des activations et tout ça, quoi. Est-ce que, avant de conclure, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter ? Ou pas ? Alors déjà, pour les personnes qui en veulent plus savoir sur toi, quel est ton site internet ? Alors mon site, c'est incarnerlessentiel.com. Moi, j'accompagne beaucoup les femmes à la fois sur toutes ces questions du trauma, mais aussi moi j'ai beaucoup exploré le corps, l'énergie et puis la sexualité féminine. Et c'est un cadeau tellement précieux. C'est pas du tout le sujet de cette interview, mais j'ai des milliers de choses à dire à cet endroit-là. On en fera une. On pourra refaire une interview là-dessus, c'est passionnant. Donc incarnerlessentiel.com. Il y a aussi ma chaîne YouTube. Et puis même sur mon site internet, pour ceux qui veulent, il y a un mini cours gratuit sur le massage de yoni, un cours gratuit sur l'estime de soi. Donc il y a plein de ressources déjà qui sont dispo. Et une chose que j'ai envie de partager, qui n'a peut-être rien à voir avec tout ce qu'on a dit là, mais j'ai vraiment envie de parler de l'amour. Et quand je dis l'amour avec un grand A, le divin, c'est que descendre profondément dans les couches de son histoire, se ramener profondément dans le présent, c'est aussi reconnecter profondément à qui on est. Mais pas qui on est, juste notre personne, notre essence. Et c'est un dialogue d'ailleurs, parce que c'est notre essence même qui nous a appelés à faire ce chemin. Et que pour moi, tout ce chemin, c'est la voix de notre âme, c'est l'amour qui appelle l'amour. C'est l'amour qui a tellement envie de se goûter, quoi. Et voilà. Ça se passe de mots. Merci beaucoup, Célia. Merci, Carole.